Bonjour les amis, c'est David Buffo, hypnothérapeute. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer études à l'appui les effets du confinement au niveau psychologique et vous donner 5 astuces pour vous permettre de le vivre vraiment mieux. Des études menées sur des personnes mises en quarantaine lors des épisodes de SRAS, de H1N1 et d'Ebola ont été compilées en mars dernier par la revue britannique The Lancet. Ces études ont permis de montrer que les effets du confinement, ou de la quarantaine dans ce cas-là, amenaient des troubles du sommeil, des dépressions, de la colère, du stress, de la détresse psychologique, entre autres symptômes. Elles ont également montré qu'il y aurait un risque accru de stress post-traumatique qui pouvait perdurer sur le long terme. La situation de confinement s'allongeant, cela peut entraîner la survenue de problèmes psychiatriques qui peuvent être très sévères. Une autre étude de l'Institut de technologie du Massachusetts, le fameux MIT, a montré l'effet du confinement au niveau cérébral, ne serait-ce que pour une seule journée. On a comparé deux groupes de personnes, l'un étant privé de nourriture pendant une journée et l'autre étant privé de contact social, donc confiné, pendant une seule journée. Et ensuite, on a exposé ces personnes à des images. Dans un cas, des images de personnes en train de manger, enfin de nourriture, pour les personnes qui étaient en jeûne forcé, et au groupe qui était confiné, à des images de personnes, d'amis à eux, en train de socialiser et de s'amuser. L'étude a montré que la même zone du cerveau s'activait dans les deux cas face à ces images. L'aire tegmentale ventrale, une zone du cerveau qui gouverne nos désirs. Notre cerveau est donc en manque de lien social, comme il peut l'être de nourriture. Et le confinement présente un jeûne social qui a des effets non seulement psychologiques, mais également physiologiques. Dans certaines études sur les animaux, on avait montré un risque accru dans un premier temps de se tourner vers des addictions et ensuite de tomber dans la dépression. Lorsqu'on échoue pendant trop longtemps à se procurer ce qui est nécessaire à la survie, on finit par baisser les bras. Et les premières études qui commencent à arriver de Chine, suite au confinement, à la levée du confinement à Wuhan, nous montrent qu'il y a des effets post-traumatiques similaires à ce qu'on peut trouver lors d'attentats, par exemple. Donc la question, c'est comment faire pour vivre ce confinement au mieux et ne pas tomber dans ces extrêmes-là psychologiques. Donc les seules études qu'on a pour l'instant sur le sujet portent sur des personnes qui étaient soit prisonniers de guerre, soit qui ont été confinées pendant longtemps pour d'autres raisons. Donc c'est des situations assez différentes de celles que nous vivons actuellement. Cependant, ces études ont montré qu'il y avait des personnes qui résistaient mieux, qui vivaient mieux le confinement que d'autres, qui avaient plus de résilience. Le trait de caractère principal permettant cette résilience est l'optimisme. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut cultiver et améliorer son optimisme par quelques méthodes simples. Et donc vivre ainsi beaucoup mieux le confinement. Le premier de cet exercice, c'est pratiquer la gratitude. C'est le psychologue Martin Seligman qui a montré qu'on pouvait développer son optimisme en pratiquant la gratitude. Cela consiste à remercier la vie, Dieu, l'univers, qui vous voulez, de toutes les petites satisfactions que l'on peut avoir dans la vie. Le fait d'avoir à manger, d'avoir des gens qui nous aiment, d'être en bonne santé, que nos proches aillent bien. Une bonne routine est de se consacrer quelques minutes par jour, à heure fixe, pour noter 3 événements, 3 choses qui sont passées dans la journée qui étaient positives. Un article très intéressant qu'on a lu, une personne qu'on a eue au téléphone qu'on n'avait pas eu depuis longtemps. Voilà, des petites choses de la vie, des petites satisfactions pour se rendre compte que, effectivement, il y a des choses qui vont bien. Ça a été montré que de faire ça régulièrement, bien sûr, ça ne va pas changer votre vie dès la première fois que vous le faites, mais de le faire régulièrement, ça cultive un optimisme intérieur qui permet de mieux vivre les situations telles celles que l'on vit actuellement. La deuxième technique, et c'est la plus facile, c'est de se tenir à l'écart des informations anxiogènes. En fait, il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle le striatum qui est avide d'informations. On tient absolument à savoir comment fonctionne notre monde extérieur et comment agir dessus. Et ça crée une sorte de boulimie d'informations, ce qui fait qu'il y a des personnes qui restent branchées, pas en continu mais presque, sur les chaînes d'informations continues ou qui vont vérifier leur fil d'actualité sur leur téléphone toutes les 10 minutes ou plusieurs fois par heure. L'idée, bien sûr, c'est d'arrêter ça absolument. C'est le psychologue George Gardner qui a montré dès les années 60 que plus on consulte des informations et des médias anxiogènes, plus on surestime le risque qu'il y ait quelque chose de grave qui nous arrive, comme un accident d'avion ou la survenue d'attentats. Cela crée un sentiment d'insécurité quotidien en augmentant notre perception de risques de toutes sortes. Notre vision du monde devient complètement biaisée, c'est ce qu'il a appelé le syndrome du grand méchant monde. L'écran devient la réalité. Et ça génère de l'angoisse qui peut devenir chronique et mener à la dépression. La solution est simple ici, c'est résister à l'envie de s'informer en continu. Pour ça, ce que je vous propose, c'est une technique toute simple de vous dire qu'il y a un moment dans la journée, ça peut être 5 minutes, 10 minutes, où vous allez vous informer.
Ça peut être le journal télévisé si c'est ça que vous regardez, ça peut être un créneau précis le matin où vous allez lire votre fil d'actualité, et passé ce moment-là, vous n'écoutez plus rien, vous ne lisez plus rien. De toute façon, on n'est pas dans une situation d'urgence où ce qui va se passer dans 1 heure, 2 heures, 3 heures est tellement important qu'il faut absolument que vous le sachiez. Vous pouvez très bien attendre le lendemain, la même heure, pour être tenu au courant, et en général, il y aura bien quelqu'un pour vous le dire de toute façon. Il est aussi important d'écarter les pensées négatives qui peuvent survenir, soit en les écartant simplement si vous y arrivez, soit en les soumettant à un examen critique sévère. Est-ce que je suis vraiment sûr de ça? Est-ce que ça pourrait pas se passer autrement que ce que j'imagine? Voilà, c'est vraiment sous-peser ces affirmations pour le retirer du pouvoir. Il est important aussi de mettre en place une bonne hygiène de vie et de se créer un rythme. Il faut que ces rythmes soient stables avec des activités concrètes qui donnent de la motivation, qui permettent de créer des choses, qui font fonctionner le cerveau d'une manière positive et constructive et qui vous permettent, une fois qu'elles sont réalisées, de vous dire que vous avez avancé sur quelque chose. Des choses constructives dont vous pouvez tirer un peu de fierté, faire des travaux chez vous, appeler des personnes, mettre à disposition une vidéo sur Internet par exemple. Ce qui est absolument à éviter, c'est de rester passif devant son écran, devant la télé, regarder des séries en boucle, parce que ça ne structure pas le temps et ça ne vous donne aucun sentiment d'utilité. À la fin de la journée, vous avez l'impression de n'avoir rien fait et ça aussi, c'est facteur de dépression. Ça peut être aussi l'occasion de mettre en place une routine sportive si vous avez plus de temps qu'avant, et je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde, mais également de vous rendre compte de tout ce dont vous passez très bien aujourd'hui, sans que ça vous manque, et dont vous pourrez sans doute vous passer par la suite. Augmenter sa tolérance à l'incertitude. L'intolérance à l'incertitude, c'est la capacité que nous avons ou pas de ne pas savoir ce qu'il va advenir. Pour y arriver, il est important de distinguer ce qui dépend de nous ou pas. Ce qui se passe à la surface du globe dépasse notre sphère d'action personnelle. Il n'y a pas à s'en préoccuper outre mesure. En revanche, ce qui se passe pour nous, pour notre famille, notre santé, notre sphère très personnelle, proche, sur laquelle on a du contrôle, là, on peut vraiment faire quelque chose dessus. Ça dépend par exemple des gestes barrières qu'on met en place, de ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours. Ce qu'il faut, c'est se rendre compte du pouvoir qu'on a et ce sur quoi on peut l'utiliser, et celui-là l'utiliser complètement, et ne pas se soucier de ce qui dépend pas du tout de nous, ce qui va devenir plus tard, ce qui dépend du gouvernement, des mesures qui sont prises en place, et finalement être dans une forme de lâcher prise. Utilisons le pouvoir qu'on a plutôt que de se lamenter sur celui qu'on n'a pas. Une autre approche intéressante est aussi de pratiquer la soustraction mentale. Donc c'est un exercice qui consiste à se projeter dans la situation la pire que l'on pourrait vivre actuellement, en vraiment essayant de se l'imaginer, de se projeter dedans, pour une fois qu'on est revenu dans l'instant présent, réaliser que notre situation n'est pas si mal que ça. Le soulagement induit dans notre esprit par le contraste entre la situation qu'on vit réellement et la situation qu'on vient d'imaginer induit automatiquement une forme de détente et de soulagement. En fait, c'est tout simple, au niveau cérébral, il existe tout un tas de mécanismes qui détournent notre attention de ce qui est habituel, de tous les petits plaisirs du quotidien qu'on finit par ne plus apprécier. Ça s'appelle même l'habituation hédoniste, c'est-à-dire qu'on s'habitue au plaisir. Et c'est pour ça que dans certains pays bien développés, où on a du confort, de la santé, on n'est finalement pas plus heureux que dans des pays qui sont moins bien lotis, parce qu'on s'habitue à ce qu'on a. Le but de cet exercice, de cette technique, c'est de vous faire prendre conscience, en tout cas de faire prendre conscience à votre cerveau, c'est un exercice, donc ça se fait automatiquement, du plaisir qu'il peut prendre dans les choses de la vie. Plusieurs expériences menées par les psychologues Daniel Gilbert et Timothy Wilson ont montré que l'utilisation de cette technique, la soustraction mentale, est plus efficace pour avoir des résultats du bonheur à long terme que l'utilisation uniquement de la technique de la gratitude. Aussi, je vous invite vraiment à pratiquer les deux. Pour pratiquer la soustraction mentale, c'est très simple. Fermez les yeux, posez-vous quelques instants sur votre respiration et imaginez-vous sur un lit d'hôpital, plongé dans un coma artificiel, intubé, avec une machine qui fait fonctionner vos poumons, sans savoir si vous allez vous réveiller, ce qui va advenir de vous, de vos proches. Maintenant, ouvrez les yeux. Voilà, vous êtes en bonne santé. Tout va bien.
Vous respirez bien, vous êtes en bonne santé. Finalement, vous faites partie des chanceux. Certes, aujourd'hui, nous avons des privations à plein de niveaux. Mais en commençant à apprécier ce que nous avons, en prenant conscience de ce qui est vraiment important pour vous, vous pouvez trouver ce qui fait réellement sens dans votre existence. J'espère que ces quelques clés vont vous aider à vivre au mieux cette période vraiment étrange que nous vivons et même au-delà. Donc souvenez-vous, pratiquez la gratitude, imposez-vous un rythme, adaptez une bonne hygiène de vie, tenez-vous à l'écart des informations négatives et surtout, pratiquez la soustraction mentale. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous souhaitez que je fasse une séance d'auto-hypnose pour pratiquer tranquillement la soustraction mentale chez vous si vous avez besoin d'être guidé. Je le ferai avec plaisir s'il y a suffisamment de personnes qui me le demandent. Si cette vidéo vous a plu, vous savez comment faire. Un petit pouce bleu, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. En attendant la prochaine fois, prenez soin de vous et profitez de tous les petits plaisirs qui vous sont accessibles. À très bientôt.